Bonjour à tous. On connaît tous plus ou moins ce conte, Les habits neufs du Grand-Duc. Mais ce qui est fascinant, c'est que derrière l'histoire pour enfants se cache en fait une étude de cas incroyable sur notre psychologie, sur la pression sociale et sur cette peur, au fond, d'avoir l'air stupide. Alors allons-y, plongeons dans ce récit pour voir comment une ville entière a pu se faire avoir. Voilà la grande question qui est au cœur de tout. Ce n'est pas juste l'histoire d'un chef vaniteux, c'est vraiment l'histoire d'une illusion collective. Alors, comment est-ce que ça arrive? Comment ça fonctionne? Eh bien, les réponses se trouvent dans la peur et notre besoin de nous conformer. Tout commence avec notre personnage principal, le Grand-Duc. Son identité, sa passion, son obsession, tout, absolument tout chez lui tourne autour d'une seule et unique chose, ses vêtements. Et attention, on ne parle pas juste d'un petit faible pour la mode, non, c'est une véritable compulsion. Pour vous donner une idée, le conte nous dit qu'il changeait de tenue à chaque heure de la journée. Au lieu de dire « le roi est au conseil », les gens disaient « le grand-duc est à sa garde-robe ». Cette vanité, poussée à l'extrême, c'est la faille parfaite, la porte d'entrée rêvée pour une arnaque. Et là, bien sûr, arrivent nos antagonistes. Ils ne débarquent pas par hasard, non. Ils ont senti le bon filon. Ils ne viennent pas vendre un simple tissu, ils viennent vendre une idée, une solution parfaite à l'insécurité du grand-duc. Et c'est là que le génie de l'arnaque entre en jeu. Le tissu n'est pas juste beau, non, il a une propriété magique qui transforme le vêtement en un test d'intelligence et de compétence. Franchement, qui oserait admettre ne rien voir et donc se déclarer incompétent ou idiot aux yeux de tous? Personne. Voilà, le décor est planté, le piège est tendu. Maintenant, regardons comment nos deux escrocs mettent leur plan en marche. Et surtout, comment le mensonge va commencer à se propager comme un virus dans toute la cour. C'est d'une audace incroyable. Ils exigent les matériaux les plus chers, de la soie, de l'or, et au lieu de les tisser, ils les mettent directement dans leur poche. Et pendant ce temps, ils font semblant de s'affairer jour et nuit sur des métiers à tisser complètement vides, créant une illusion de travail acharné. Le grand-duc, lui, est impatient de voir cette fameuse étoffe, mais il a une petite hésitation. Alors il se dit qu'il va envoyer son ministre, le plus fidèle, le plus sage. C'est le premier test, pas pour le tissu, mais pour l'intégrité de la cour. Et là, à l'intérieur, c'est la panique totale. Le ministre, un homme réputé et honnête, intelligent, se retrouve face à un métier à tisser vide. Sa première pensée, c'est la vérité brute. Il ne voit rien. Et il est terrifié. Sa réputation, son poste, tout est en jeu. Et s'il était vraiment stupide? S'il était incompétent? Et voici le moment clé, le point de bascule. La peur d'être humilié est plus forte que la réalité. Alors, face aux escrocs, il choisit de mentir. Il fait l'éloge des couleurs, des motifs qui n'existent pas. En faisant ça, il ne se sauve pas seulement en lui-même. Il valide l'arnaque pour tous les autres qui suivront. Le grand-duc est rassuré par ce premier rapport, alors il envoie un deuxième fonctionnaire. Et là, le schéma se répète à l'identique. La même peur, le même doute, et au final, le même mensonge pour se protéger. Chaque nouvelle personne qui ment rend l'illusion encore plus forte. On remarque même une escalade dans les compliments. Le premier avait dit « charmant ». Le second, lui, dit d'une magnificence incomparable. Plus le mensonge grossit, plus il devient difficile pour le suivant de dire la vérité. La pression sociale devient énorme. On monte maintenant au sommet de la pyramide. Après ces ministres, c'est au tour du grand-duc lui-même d'aller voir le métier à tisser vide. C'est le test ultime du système. Et le point crucial, c'est que, même lui, la personne la plus puissante du royaume, tombe dans le panneau. En privé, il est terrifié. Il se dit « mais je ne vois rien. Est-ce que ça veut dire que je suis inapte à régner ?» Mais en public, sa déclaration est un mensonge encore plus grand que les autres. En donnant sa bénédiction, il rend l'illusion intouchable. La mise en scène des escrocs atteint son apogée. C'est du grand spectacle. Ils font semblant de travailler d'arrache-pied toute la nuit. Ils coupent l'air avec d'énormes ciseaux. Ils cousent avec des aiguilles sans fil. Ils créent un chou pour que tout le monde voit à quel point ils se démènent pour le grand-duc. La scène de l'habillage est complètement absurde. Le grand-duc est là, tout nu, mais tout le monde, y compris lui-même, joue le jeu. On lui tend un pantalon imaginaire, une veste invisible, les courtisans s'extasient sur la coupe, les couleurs. Personne n'ose briser ce consensus ridicule. Le grand-duc est maintenant prêt pour la grande procession. L'illusion est totale, elle est partagée par toute la ville. Mais parfois, il suffit d'une seule petite voix pour que tout le château de cartes s'effondre. Dans la rue, la comédie continue. Personne ne veut passer pour l'idiot de service, celui qui ne voit rien. Alors tout le monde admire publiquement les vêtements invisibles, ce qui renforce chez chacun l'idée que
Tout le monde les voit, sauf moi. Et puis, au milieu de tous ces compliments, une petite voix s'élève. Pas celle d'un ministre ni d'un notable, non, celle d'un enfant. Une voix trop jeune pour comprendre la pression sociale, trop innocente pour avoir peur du jugement. Juste une simple observation, une vérité. La phrase de l'enfant agit comme une étincelle. D'abord, son père la répète, puis le voisin l'entend. Et le murmure se propage dans la foule. Il n'a pas d'habit du tout. En quelques secondes, le murmure devient un cri. L'illusion collective se brise. Et c'est là que la fin est à la fois tragique et comique. Le grand-duc sait que tout le monde sait qu'il est nu. Il a entendu. Mais que fait-il? Il se redresse et marche encore plus fièrement qu'avant. Parce qu'admettre la vérité à ce stade serait une humiliation encore plus grande. Parfois, il est plus simple de s'accrocher au mensonge, même quand il est exposé au grand jour. Cette histoire est tellement plus qu'un simple conte. C'est une illustration parfaite de plusieurs mécanismes psychologiques très puissants, qui nous influencent tous les jours. Ces concepts peuvent paraître complexes, mais l'histoire les rend très clairs. L'ignorance pluraliste, c'est le ministre qui pense « je suis le seul à ne rien voir ». La preuve sociale, c'est la foule qui se dit « si tout le monde admire ses vêtements, c'est qu'ils doivent être superbes ». Et l'effet du témoin, c'est ce qui fait que personne n'ose parler en premier, chacun attendant que l'autre le fasse. Et c'est ça qui rend cette histoire, écrite il y a presque 200 ans, si actuelle. Elle nous force à nous poser la question, dans nos entreprises, dans notre société, dans nos groupes d'amis, quelles sont ces vérités que tout le monde semble accepter, mais que personne ne croit vraiment? Quels sont ces habits invisibles qu'on continue tous d'admirer, juste par peur d'être le premier à dire « mais attendez, il n'y a rien ».